Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Il y a quelques temps, enfin, il y a quelques jours, je ne sais même pas combien de temps ça fait quoi, moins de 24 heures, on a fait une vidéo ici concernant les banques en danger, etc., où on parlait essentiellement de la situation avec la Silicon Valley Bank, qu'on appelle encore SVB Financial Group. C'est une vidéo que vous avez bien appréciée. C'est qu'il y a près de 3000 vues sur cette vidéo-là en l'espace de quelques temps ici. Donc voilà, techniquement, on n'en a pas souvent autant sur une vidéo. D'accord? So, enfin, il faut aussi comprendre que c'est la situation du moment, d'accord? Et ça ne nous dérange pas même d'avoir moins de vidéos que ça. Enfin, je dis même moins de vidéos, moins de vues sur une vidéo. Donc, vous savez qu'on aime parler d'entreprise ici sur le plan fondamental. Fondamental quantitatif, la majorité du temps, mais essentiellement, mais également fondamental qualitatif, d'accord? C'est ce que je veux toujours inciter. Enfin, la majorité du temps, c'est fondamental quantitatif. Le fondamental qualitatif, c'est parfois. Quand je dis parfois, par exemple, le fondamental, qu'est-ce que j'appelle par exemple le fondamental qualitatif? C'est celui d'aller lire les rapports financiers et de tirer à peu près des éléments ici qui pourraient soutenir vos états financiers. Par exemple, on l'a fait avec Home Depot dernièrement. Vous avez vu la vidéo sur Home Depot. Je me suis essentiellement basé ici sur ma note d'analyse. Ok, donc sur la lecture des rapports financiers, voir à peu près les avantages ici à court terme, même si l'entreprise aura tendance à souffrir. Mais on sait également qu'il y a un big trend aux États-Unis parce qu'il y a une pénurie de logements. Et également, les clients de Home Depot sont essentiellement des clients qui ont de l'argent. Ok, je vais dire une chose. Si vous vous basez essentiellement sur les éléments quantitatifs, Home Depot est correctement évalué, d'accord? Si on se base sur les éléments qualitatifs, oui, elle est certes correctement évaluée, mais également il y a un potentiel d'appréciation encore. Mais on sait qu'à court terme, on va souffrir. Donc ça reste une belle entité. C'était la conclusion ici. Vous avez vu, on n'a presque pas parlé de chiffres, sauf peut-être pour faire un rappel vite fait ici de ce qui s'est passé au quatrième trimestre. Donc, sur la compagnie qu'on appelle SVB Financial, comment est-ce que cette compagnie-là, la situation actuelle, peut nous aider à mieux gérer nos propres investissements, enfin, à anticiper est-ce qu'on peut anticiper ce genre de situation dans sur nos propres actions qu'on détient chez des bancaires, par exemple? Par exemple, si je détiens du Crédit Agricole, si je détiens du BNP, du JP Morgan, ou bien, voilà, c'est pas moi, du Wells Fargo, d'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut voir à peu près que l'entreprise en question, il y a des difficultés présentement. Donc, je vous ai toujours dit que pour les banques, il faut absolument lire les rapports financiers. C'est déterminant. Parce que la banque ici, son rôle, c'est de gérer le risque. Et je ne dis pas que SVB Finance n'a pas bien géré son risque, hein, mais elle se retrouve dans une situation un peu compliquée. D'accord? Parce que la banque ici se rémunère sur le différentiel entre les taux d'intérêt qu'elle paye et les taux d'intérêt qu'elle reçoit. Parce que la banque, c'est quoi? C'est essentiellement vendre et acheter de l'argent. C'est tout. Vendre et acheter de l'argent. J'achète de l'argent, ça veut dire que toi, qui me suis actuellement, quand tu vas déposer ton argent à la banque achète cet argent-là en te rémunérant avec voilà, un taux d'intérêt, voilà, disons de X%. D'accord? Et moi maintenant, moi la banque, quand je vais vendre cet argent-là, parce que je me dis tu ne vas pas venir me récupérer du jour au lendemain, quand je vais vendre cet argent-là, c'est pour me rémunérer à un taux d'intérêt, disons, de X plus quelque chose de pourcent. Et la différence entre le X% que je te paye et le X plus quelque chose de pourcent que je reçois ici, donc le quelque chose en supplément ici, ça sera à peu près ma rémunération. OK? Ça sera ma rémunération. Si on va dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent, d'accord? Donc, où j'achète de l'argent plus cher et que je vends cet argent moins cher, vous voyez que le spread ne sera pas assez élevé. OK? Donc, quand vous allez dans les rapports financiers d'une compagnie comme SBV, je l'ai fait, 31 du mois de décembre 2022. Au 31 du mois de décembre 2022, SVB Financial était à combien? Disons, SVB Financial était aux alentours de... Voilà, je ne dis pas qu'elle a sorti ses résultats financiers au 31 du mois de décembre. Non, je ne pense pas. Quand est-ce qu'elle a même fait ça? C'est disponible ici depuis le 24 du mois de février 2023. OK. Le 24 du mois de février 2023, ici. Donc, si c'est le 24 du mois de février, admettons même qu'on a vu ça le 28. Donc, l'entreprise s'est changée aux alentours des $289 à l'action. Vous savez que nous, ici, généralement, on aime regarder le tangible book. Je vous ai dit, c'est un raccourci pour essentiellement apprécier la valeur, la valeur d'une banque. On préfère ici un tangible book value qui est en croissance année après année. D'accord? Et ce tangible book value-là, il est influencé par quoi? C'est le différentiel entre les actifs tangibles et le passif.
de l'entreprise. Donc, vulgairement, on va appeler ça l'equity, mais ce n'est pas l'equity ici parce que le book value d'une entreprise également, il faut prendre, pour les banques, il faut prendre, enfin, pour toutes les entreprises en général, prenez toujours le tangible book value parce que le book value peut être impacté par des actifs intangibles. Et ça ne donne donc pas la véritable rentabilité, la valeur de la compagnie et sera donc biaisée. Ok, la valeur de la compagnie sera biaisée si vous prenez le book value. C'est pour ça qu'on prend le tangible book value. Par exemple, ici, le book value est de 208 dollars et ici, le tangible book value est de 200 dollars. Donc, il y a un différentiel de 8 dollars ici. D'accord? Donc, le 8 dollars en différence ici, ça doit être un actif intangible. Donc, on l'élimine. OK? Parce que la banque, essentiellement, c'est l'étude du bilan. Donc, en étudiant le bilan, vous devez poser la question, vous devez regarder les actifs et le passif. Qu'est-ce qui influence ces actifs-là? Parce que notre valeur va se retrouver, plus on a d'actifs et moins de passifs, mieux c'est pour nous. Maintenant, on veut des actifs qualitatifs. OK? Donc, cette compagnie, c'est un book value de 200 dollars, 200,21. D'accord? Donc, on va se dire 200 dollars. Et ce book value augmente depuis 2021. Il est stable. Ça ne dérange pas. Tant qu'il est stable, c'est correct. Mais, est-ce que ce book value-là est quantitatif? Et est-ce qu'il est réellement de 200 dollars? D'accord? On rentre dans les rapports financiers. C'est ce que j'ai fait. Parce que même après, vous savez que l'entreprise va nous intéresser aux alentours du book value. OK? Donc, et en se posant toujours la question, mais qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Vous voyez qu'il y a des gens qui ont acheté qui ont payé 600 dollars cette compagnie-ci, alors qu'elle avait déjà un book value aux alentours de 200 dollars. Et quand moi je vais regarder ce mois de février ici, enfin disons que c'est quand les résultats financiers sortent ici, on regarde aux alentours de 280 dollars. Le prix est à 280 dollars, le book value aux alentours de 200 dollars par là. Donc on s'est dit, bon, on va attendre le 200 dollars quand même. OK? Donc, quand même si on a pour intention d'attendre le 200 dollars, on va quand même lire nos rapports financiers parce que ce qu'on voit ici nous intéresse quand même. On a une croissance du book value, le return on equity est conséquent, le CET1 est conséquent ici, le credit loss, le allowance for credit loss ici est également, comment dire ça, il est bien, il est géré, enfin, il est intéressant également, il a tendance également à être à un niveau inférieur à 1% ici. Donc, quand je vais dans les rapports financiers, et soyez très attentifs, parce que ça se joue en une page. Et il faut prêter attention à cette page-là. Balance sheet, c'est-à-dire que je suis sur le bilan comptable de cette compagnie-ci. On a les assets, on a les liabilities. Liability ici, c'est quoi? Total ici, ce sont les dépôts. Les dépôts de qui? Les dépôts des clients. Dans le dépôt des clients, on a les dépôts qui assujettis à un intérêt et les dépôts non assujettis à un intérêt. Et vous voyez également qu'on a notre dette ici, à long terme, qui a tendance à augmenter. D'accord? Et on a d'autres liabilities. Donc, c'est-à-dire que c'est d'autres, enfin, ici, c'est d'autres, on va le dire ici, liability, c'est un passé, autre passif, on va le dire comme ça, mais attention, il faut aller regarder c'est quoi, il est constitué de quoi. Là, on a les lease liability, c'est essentiellement ici voilà, tout ce qui est les obligations ici liées au loyer. Donc, vous remarquez ici qu'au total, le total des liabilities est à 195 milliards 500. D'accord? Le total de l'actif ici, donc de asset est à 211 milliards 793 millions. La différence entre les deux, admettons, ça donne quoi? Ça donne à peu près aux alentours de 16 milliards 295. Mais attention, dans actif ici, vous avez du goodwill, vous avez du other intangible. Donc techniquement, ces deux éléments-ci doivent s'annuler parce que c'est dans les actifs intangibles. Ça, ce sont des actifs intangibles ici. Donc nous, on veut les actifs tangibles essentiellement. Donc ça et ça, on doit l'annuler. Mais la valeur de cet actif tangible-là, la valeur est influencée par quoi? Donc la valeur des assets dépend de quoi? Le cash, c'est du cash. AFS, Available for Sale Security. Donc, c'est essentiellement des éléments, des actifs financiers qui sont disponibles à la vente sur une période d'un an. Donc, sur la période à venir, on va avoir tendance à liquider ceci. OK? So, on est à combien? 26 milliards. En 2021, on était à combien? 27 milliards. Jusque-là, vous me suivez? Held to Maturity Security. Amortized Cost and Net Allowance for Credit Loss. Donc, ce sont les actifs ici qu'on va détenir qu'on est censé, enfin pas qu'on est censé, qu'on prévoit détenir jusqu'à maturité, mais attention, quand on dit prévoir, ça peut changer, ok? Ajuster ici, voilà, ajuster ici à la perte en termes de crédit ici, ok? Donc, vous devez savoir que ces deux actifs-ci,
Vous pouvez le retrouver ici. Ça peut être des obligations. Ça peut être ici des mortgage-backed security, backed security, on en a parlé tantôt ici. Donc, ce sont des éléments ici qui ont également une certaine valeur. OK? Donc, et la valeur de ces éléments-là fluctue. Surtout si vous voulez vendre ces éléments-là avant leur maturité. OK? Si vous voulez garder à maturité, vous allez obtenir le total des 91 milliards ici. Mais si vous les vendez avant la maturité, vous obtenez combien? Et c'est cet exercice-là qui est très important pour vous. Il y a une chose que je n'ai pas mentionné ici pendant que je citais ces éléments, c'est ça. Cette partie-ci. Qu'est-ce que vous remarquez? Les actifs disponibles ici à la vente en date d'aujourd'hui ont une valeur de 26 milliards 69 millions. Ils ont un coût de 28 milliards 600 millions. Ça veut dire qu'il y a une différence ici de 2 milliards 533 millions. C'est-à-dire que si on les vend en date d'aujourd'hui ou bien dans les mois à venir et que cette valeur-là ne change pas, on perd 2 milliards 533. Alors qu'on a acheté ces éléments-là à 28 milliards 600. Vous avez vu? Donc, si on perd 2 milliards 533, les actifs tangibles, le tangible book value va être impacté de 2 milliards 533. Ce n'est pas de la magie. C'est marqué là. OK? C'est marqué là. Qu'est-ce qui influence justement la valeur de ces éléments-ci? L'augmentation des taux d'intérêt. D'accord? L'augmentation des taux d'intérêt. Et vous pouvez aller le voir ici, page 125. Je pense qu'on vous l'explique également ici. Donc, on va juste se limiter à cette page. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le held to maturity. Dans les actifs qu'on est censé détenir jusqu'à maturité. Entre parenthèses, on est censé, ce n'est pas une obligation. D'accord? Ces actifs-là nous ont coûté à peu près 91 milliards et ont une valeur de combien? 76 milliards. Attention, quand on met fair value 76 et 97, ça veut dire 76 pour 2022, attention, et 97 pour 2021. Donc en 2021, si on les revendait à juste prix ici, on aurait perdu à peu près 1 milliard. Aujourd'hui, je vous prends une calculatrice, 91 milliards 131 millions moins 76, 169. Ça veut dire ici que ces actifs-là, d'accord, si on les vend en date d'aujourd'hui, on va obtenir 76 milliards 169 millions au mieux. C'est-à-dire que quand on prend le 2 milliards 533 qu'on perd ici, plus le 14 milliards 962 qu'on est censé perdre ici, ça montre combien? L'actif tangible doit être impacté de 17 milliards 495. Et s'il vous plaît, on est au 31 du mois de décembre 2022. Je le rappelle toujours. Les résultats ont été publiés, on a publié les résultats le 24 du mois de février. D'accord? Et le prix était encore à 300 $. Et la valeur de notre actif ici, de la banque ici, dépend de ces actifs tangibles par action et de la qualité de ces actifs tangibles. Mais quand on voit ici qu'on a ce n'est pas des provisions pour des pertes, hein, mais l'entreprise reconnaît que la juste valeur de ces éléments-ci en date d'aujourd'hui où on publie ces résultats-là n'est pas de 91 milliards, mais de 76 milliards. D'accord? Et elle admet également ici que le prix qu'elle a payé pour cet élément qu'elle va vendre au courant des 12 prochains mois ici, le juste prix est de 26, le prix qu'elle a payé, c'est 28 milliards dans son coût. Et le juste prix en date d'aujourd'hui, c'est 26 milliards. Donc, les deux ici, ces éléments, si on a des pertes. OK? Et c'est marqué là. Ça fait au total 17 milliards 495. Le tangible book value per share ici. Et je remonte un peu plus haut, hein, et vous le mentionnez, parce que je vais prendre ici leurs éléments. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les acronymes ici, etc., vous allez voir aussi à cette page, si vous avez tous les acronymes qu'on va utiliser ici. Parce que cette compagnie ici, les banques, généralement, ont beaucoup d'acronymes. Par exemple, HTM, L to Maturity. Comme vous allez voir, AFS, c'est Available for Sale. ACL, Allowance for Crazy Lot. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, Google it. D'accord? Donc, on continue. Alors, moi, je vais aller regarder ici. Qu'est-ce que le management mentionne par rapport à leur equity? Au 31 décembre 2022, nous avons des actifs de 211,8 milliards ici, avec un total des investissements ici à 120,1 milliards ici, un total des crédits amortis ici, enfin, total loan amortized cost, donc
comment on appelle encore ça, les prêts en prenant en considération ici le coût d'amortisation, si on va le dire comme ça, on est à 74 milliards et le total des dépôts ici est aux alentours de 173 milliards. Dans tous les cas de figure, ce qui m'intéresse, c'est l'equity. Mais attention, ça c'est le book value, hein. Mais on a vu qu'il n'y a pas une grosse différence ici. Le book value ici est de 16 milliards. Et quand on ajuste par rapport aux pertes potentielles, 17,45, on a à peu près, quand on met, il nous reste à peu près une perte ici de 1 milliard 500, moins 1 milliard 500. Donc cette compagnie-ci n'a pas une valeur, un book value de 16 milliards, mais plutôt de négatif, de moins, ajusté bien sûr, de moins 1 milliard 495. OK? Un book value ajusté. Ça ne veut pas dire que normalement elle aurait dû mettre 1 milliard 495. Attention, cette valeur-là peut changer, peut fluctuer. Et ça dépend essentiellement des taux d'intérêt. Et la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les taux d'intérêt auront tendance à augmenter? Si c'est le cas, ce n'est pas bon pour cette compagnie-ci. Parce que les actifs qu'elle a en maturité, qu'elle a présentement, les différents investissements ici sont faits à des taux d'intérêt très bas. Et si les taux d'intérêt continuent à augmenter, ça veut dire que ces actifs-là, à elles, se déprécient. D'accord? Si elle ne les détient pas jusqu'à maturité. Mais également, on a un problème ici, on doit rémunérer les clients de la banque à des taux d'intérêt bien plus élevés que ça. Donc, on a un problème. On a un gros problème. Et quand on ajuste par rapport à cette potentielle perte-là, on a un élément, on a un book value négatif. Donc, si l'entreprise m'intéressait à 200 dollars l'action ici, quand je vais voir ici le book value, je me dis, ah, non, non, ça ne m'intéresse même pas à 0 dollars. C'est pour ça que les gens vont fuir. D'accord? C'est pour ça que les gens vont fuir. Quand on a décidé de lever du capital ici, les gens se posent la question, mais attention, elle a un book value, mais book value ne vaut presque rien du tout. Après, vous allez vous expliquer ici, elle vous explique ici que voilà, notre entreprise est à risque ici, donc on a un risque de crédit, on a un risque de liquidité, et elle vous explique à peu près qu'est-ce que ça implique. Après, vous allez voir ici, on détaille à peu près le risque de crédit, le risque de liquidité, et ces différents éléments-là. Donc, en regardant les éléments quantitatifs de la compagnie, ça allait nous plaire. Mais sachant qu'on n'achète jamais en se basant uniquement sur des éléments quantitatifs, on allait essayer de creuser plus loin. Et quand on creuse un tout petit peu plus loin, on se rend compte que quand on ajuste un peu ce book value-là, et quand on ajuste le book value et qu'on le questionne même, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ce n'est pas de tout le monde. En fait, il faut comprendre une chose, hein. La banque vous mentionne elle-même c'est pas un type de banque ici comme les Goldman Sachs ou je ne sais pas, ou bien les Bank of America. Elle prête essentiellement aux entreprises et aux venture capitalistes et aux entreprises ici, aux startups. Donc, ça dit qu'elle est encore plus à risque parce que les startups, c'est essentiellement des entreprises qui ne rapportent pas d'argent. D'accord, voilà, mais il faut les financer quand même. Donc on prend le risque de les financer. C'est pour ça qu'on vous dit que notre ACL, notre Allowance for Credit Loss, peut être subjectif. Vous remarquez une banque qui vous mentionne que ça pourrait être subjectif. Donc les réserves ici qu'on pourrait, comment on appelle ça, l'appréciation qu'on pourrait faire ici de nos pertes de pertes en crédit ici, ça peut être subjectif également. Dans le sens où, voilà, c'est pas mathématique, ça peut dépendre ici du jugement de l'homme. Dans le sens où, par exemple, si je prête à une entreprise qui n'a pas de bénéfice net, d'accord, qui est basée, mais qui est une start-up, qui est dans un marché ici, qui a peut-être un marché, un marché sur lequel, enfin, une taille de marché qui est énorme ici, sur lequel elle domine, on peut se dire que, bon, tôt ou tard, l'entreprise, quand elle aura atteint la maturité, elle pourra être rentable. Donc, j'accepte assumer ce risque-là en date d'aujourd'hui. Et quand vous investissez dans cette banque, vous acceptez également, en investissant dans les actions de cette banque, aussi assumer ce genre de risque-là. OK? Ça pourrait marcher comme pas du tout. OK? Donc, généralement, le ACL ici, our ACL is determined based upon both objective and subjective factors and may not be adequate to absorb credit loss. OK? Donc, notre appréciation ici des ACL dépend ici d'une appréciation objective et subjective, d'une appréciation aussi de facteurs objectifs et subjectifs et pourrait ne pas représenter le potentiel de perte en crédit. Donc, techniquement, on peut se dire ici que, bon, si on investit, on prête 1 milliard à une start-up ici, et on peut se dire ici que, bon, on va mettre ici en perte ici potentielle 100 millions
alors qu'en réalité, c'est peut-être même 900 millions. D'accord? Donc, ça dépend vraiment, c'est ce qu'on appelle ici, enfin, c'est ce que moi je comprends de l'élément subjectif. Et quand moi je vois ça déjà, bye bye, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Si vous voulez vraiment me vendre cette banque-là, vendez-la moi avec un, voilà, comment on appelle ça? Un book value, comment on appelle ça? Une décote extraordinairement élevée. OK? C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux banques. Ce n'est pas de la fraude, hein. Tout, tout ce qu'elle a fait ici est légal. Et son book value et ses actifs ici, ses actifs ici, voilà, son portfolio de prêts ici, c'est du solide. Mais c'est du solide dans les mauvais éléments. Essentiellement des obligations à taux fixe et à une maturité un tout petit peu élevée par rapport à tout ce qui est fait ici aujourd'hui. Or, elle doit rémunérer le capital à un taux d'intérêt de plus en plus élevé. Tout simplement parce que voilà, une banque ici achète de l'argent et vend de l'argent. Si elle n'achète pas de l'argent, elle ne pourra pas vendre de l'argent. Donc elle n'a pas le choix que d'acheter de l'argent. Et vous remarquez ici que ceux qui lui ont, vendu cet argent-là, tôt ou tard, ils viendront récupérer cet argent-là s'ils sont en difficulté. Et les startups sont de nature fragile. Et également, elle-même, en tant que banque, elle a des obligations. Enfin, elle a peut-être ouvert des lignes de crédit à X ou Y banque, à X ou Y startup ici. D'accord? Donc, ça peut causer un problème. Donc, le problème, la faillite de SVB ici peut avoir une répercussion sur le monde des startups. D'accord? Maintenant, je ne suis pas devin comment est-ce que ça va se passer. Et en réalité, personnellement, je m'en fous. D'accord? Parce que je ne suis pas investi dans ce type d'entreprise-là. Et les bancaires ne m'intéressent pas du tout, malgré les taux d'intérêt qui peuvent être élevés, etc. Mais j'avoue que ça peut avoir des répercussions sur l'économie en général. OK? Donc, SVB ici, je ne voudrais pas dire que oui, c'est peut-être le domino, c'est peut-être ici, voilà, la première pièce ici a tombé avant d'autres pièces, que non, je n'en sais rien du tout. Personnellement, même si, voilà, je n'en sais rien du tout, donc je ne vais pas m'avancer sur des choses que je ne connais pas ou que je ne comprends pas en date d'aujourd'hui. Je comprends mon Google, je comprends mon Meta, je comprends mon Intel, ou je peux comprendre mon SPB ici, mais ça là, c'est pas pour moi. Donc, quand vous lisez, quand vous voulez investir dans une compagnie bancaire, allez-y lire vos rapports financiers. Comme je le disais tantôt ici, si vous ne le faites pas, d'accord, vous êtes en train de spéculer. Et si vous êtes d'accord avec ça, tant mieux. D'accord? Mais surtout le rendement, le raisonnement sur le dividende ou qui est bien, etc., ou le bénéfice net ou bien le PER n'a pas lieu d'être. Et vous comprenez pourquoi les banques ont des PER très peu élevés. Une bancaire, 10 fois les bénéfices, c'est max, c'est beaucoup. D'accord? Si vous l'évaluez par rapport à la partie opérationnelle. Mais il faut essentiellement étudier son bilan. Parce que c'est de là, c'est à l'intérieur qu'on a caché tous les placards. Excusez-moi. C'est à l'intérieur qu'on a caché tous les cadavres. Tous les cadavres sont. Le placard ici, c'est c'est le bilan de l'entreprise. C'est le bilan comptable. D'accord? Il faut aller le disséquer. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure que les mois vont passer ici, je vais vous apprendre à comment est-ce que vous pouvez faire pour évaluer une compagnie bancaire ici. Et puis d'ailleurs, une compagnie technologique ou une compagnie dans le secteur des materials ou une compagnie ici dans le secteur, je ne sais pas moi, qu'importe le secteur ici, vous savez que le raisonnement est différent ici. Dans quelles conditions une banque pourrait bien se comporter et qu'est-ce que vous devez aller regarder quand vous devez lire un rapport financier d'une banque ici. Ok? Je ne sais pas si ce genre de choses-là vous intéresse. Si ça vous intéresse, laissez-le moi en commentaire de toutes les façons. D'accord? So, ici, j'espère que ça va vous permettre à peu près de pouvoir aller apprécier également le risque dans les différentes entités que vous détenez ici, les différentes bancaires. Donc, j'ai essayé de rester assez light au niveau de mes explications. Parce que comme je vous l'ai dit, les compagnies bancaires là, il faut vraiment avoir bien mangé, avoir énormément de café à côté de soi pour commencer à les analyser. C'est l'un des secteurs les plus complexes à analyser, tout simplement parce qu'en réalité, elles ne disent pas toute la vérité. Vous comprenez? Elles ne disent pas toute la vérité. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance au management. Le management est déterminant. OK? Donc, on va se donner ici rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas, dans le lien de cette vidéo-ci, vous allez trouver le lien vers la Top Newsletter ou bien dans le service Top Premium. Dans le Top Premium, on présente généralement des entreprises sous-évaluées, donc 2 notes d'analyse par mois. En supplément de ça, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celles qu'on a l'habitude de faire ici sur la chaîne. Sinon, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.